Et on a déposé plainte pour ça, sur le modèle de France Télécom Orange. On a osé dénoncer les agressions d'un médecin police, agresseur sexuel, qui a été condamné par la justice. Il ne fallait pas le dénoncer parce qu'il faisait partie de la hiérarchie. On a dénoncé les fonds en écriture publique sur la falsification des chiffres de la délinquance, avec une dénonciation au tribunal. Il ne fallait pas le faire. Parce que pour la police nationale, à l'heure actuelle, c'est ceux qui dénoncent les problèmes et qui les médiatisent qui sont les problèmes. Alors qu'en fait, si jamais il n'y avait pas ces problèmes ou qu'ils étaient réglés, en fait, il n'y aurait pas de difficulté pour personne. Et aujourd'hui, en fait, c'est ça qui est dramatique, on inverse les valeurs. On inverse les valeurs parce qu'en fait, ceux qui jettent l'opprobre sur la police nationale, qui portent atteinte à son image, c'est même pas les policiers qui commettent des délits ou des crimes ou des dérives. Parce que s'ils étaient sanctionnés, il n'y aurait pas de problème. Le vrai problème, c'est que les politiques ne les sanctionnent pas. Et c'est ça le drame aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans du spectacle, il y a des choses qui sont graves, il y a des gens qui ont volé dans la police, qui ont commis des délits, c'est pénalement répréhensible, ils ne sont pas inquiétés. Voilà, il y a eu un collègue, par exemple, qui s'est pris 5 ans par une cour d'assises avec sursis de prison pour homicide involontaire dans le cadre de ses fonctions. Il n'y a même pas eu de procédure disciplinaire. Alors c'est pas ce que je lui souhaite, mais à l'inverse, du coup, je ne voudrais pas en avoir à mon encontre. D'accord. Et pourtant, vous aviez déjà démissionné en dénonçant justement cette sanction. Eh bien, pour que dans le ministère de l'Intérieur, j'avais demandé une rupture conventionnelle, mais une démission c'est la même chose, il faut que ce soit accepté par mon employeur. Et mon employeur a gardé le silence illégalement, c'est-à-dire qu'en fait il est en dehors de tout cadre légal pour la réponse sur ma demande de départ de la police nationale. À la place, il a choisi de m'envoyer en discipline. Et j'avais envoyé un petit mail à mon service en me disant j'espère que la procédure pour mon départ ne traîne pas pour pouvoir me sanctionner avant que j'ai une réponse. Et bon, résultat des courses, finalement, ils ont plutôt choisi de m'envoyer en discipline plutôt que de donner une réponse. Donc, il y a que jusqu'au bout, le ministère agit dans l'illégalité. On avait les dysfonctionnements dont vous parlez, on avait déjà pu avoir un... Il y a pu y avoir un écho déjà à l'époque des manifestations Gilets jaunes. Il y avait déjà ça. Et d'ailleurs, à l'époque, on avait été... ils nous avaient trouvé des sanctions parce qu'on avait expliqué ce qui n'allait pas sur les mouvements de maintien de l'ordre pour les Gilets jaunes en disant il y a des personnes qui viennent commettre des délits pendant les manifestations Gilets jaunes, ce n'est pas celles-là qui sont interpellées. C'est les manifestants pacifiques qui suivent, qui se font mutilés, des riverains qui se font tuer, et on est dans le déni. On est dans le déni complet, donc il y avait un sérieux problème. Et il y avait un sérieux problème d'autant plus grave, c'est que par exemple, ils ont remis au bout du jour les voltigeurs, les braves maintenant. Alors que pourtant, M. Pasqua, quand il était ministre de l'Intérieur, personne ne pourra qualifier de laxiste. Il avait les voltigeurs, il y a eu la mort de Malik Osekim. Il a dit erreur politique, erreur de casting, j'annule l'ordre, on les dissout et je vais présenter mes excuses à la famille. Là, on est face à des politiques qui sont dans le déni, même qui vont se moquer des gens qui meurent de la police. Par exemple, je pense à M. Darmanin quand il dit je m'étouffe quand on parle de violence policière. Alors que ça peut arriver à tout le monde, malheureusement, aujourd'hui, de se faire tuer par des policiers sur un contrôle routier. Pour une plaque sale, voilà où on en est et voilà ce que couvre le ministre. Donc voilà, il y a un réel problème de qui pilote la police et comment elle est utilisée aujourd'hui, c'est catastrophique. Quelle est la motivation justement du conseil de discipline? Vous ne le pas ouvertement le conseil de discipline, déjà la personne qui a demandé l'enquête IGPN, c'est l'ancien directeur qui est mis en cause dans le communiqué syndical. Ensuite, ça pose une question sur la liberté d'expression syndicale qui est complètement bafouée. Je ne suis pas là en tant que fonctionnaire de police, mais en tant que syndicaliste. Donc je veux dire, demain, n'importe quel employeur, s'il commence à pouvoir envoyer ses délégués syndicaux en discipline, ça va être assez festival. Deuxièmement, quand l'enquête qu'il a demandé à mon encontre à l'IGPN, il a dit je vous donne un délai de 5 jours pour la faire. Donc autant dire que le message c'était vous bâclez ça, je sais la réponse que j'attends, qu'il soit coupable. Et dans l'enquête IGPN, elle a été faite uniquement dans un sens. Il y a des commissaires qui interviennent que j'avais cités dans mon livre déjà pour leurs actions, donc effectivement la neutralité de l'enquête semble poser problème. Brigitte Julien, qui est la directrice de l'IGPN, qui a été nommée par le directeur qui est mis en cause à cette place, je renverrai tout le monde à la vidéo qu'elle avait fait sur envoyé spécial quand on lui demandait l'avancée des dossiers quand l'IGPN était saisi. Là, curieusement, ça allait très vite pour moi, elle n'a pas eu de problème à tout signer. Donc on est sur cette problématique qu'en fait il y a des fois des comportements qui mériteraient d'avoir des enquêtes, d'autres qui mériteraient, s'ils ont des différends avec le syndicat, ils peuvent nous envoyer en justice, c'est pas le choix qui a été fait. C'est plus facile de contrôler tout le monde. Donc voilà, c'était grosso modo, faut le sanctionner. Mais quelle que soit la décision du conseil de discipline, ça ne rend qu'un avis. Parce que la fois précédente, le conseil de discipline n'avait pas prononcé de sanction. Ils ont dit on n'est pas d'accord sur un niveau de sanction. Et résultat des courses, c'est à l'époque M. Castaner qui avait pris sa sanction sur proposition unique du directeur qui était déjà mis en cause. Donc pour résumer le fonctionnement disciplinaire de la police nationale, ça fonctionne de la façon suivante. Imaginez, on vous a volé votre vélo. Vous allez au commissariat de police. Vous dites voilà, telle personne m'a volé mon vélo. À ce moment-là, comment ça se passe? La police, au lieu de faire l'enquête, va aller voir le voleur. Ils vont dire
Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez volé le vélo ou pas alors? Ou vous préférez vous innocenter? Ah non, je suis innocent, c'est pas moi. D'accord. Et vous pensez pas que cette personne, en vous accusant, vous a diffamé à m'aurait porté atteinte à votre honneur? Ah bah si, poursuivez-la. Voilà, c'est le fonctionnement de l'IGPN aujourd'hui et de la police nationale, comment c'est contrôlé. Et c'est d'autant plus dramatique, c'est qu'on est une exception européenne. Toutes les démocraties européennes ont un organe de contrôle indépendant de leur police. Mais pas la France. Nous, on a un contrôle interne. Et ça pose un grave problème. Et c'est pour ça aussi que là, on m'a proposé de créer une association en parallèle de Vigie pour demander un IGPN citoyen, pour un contrôle citoyen de la police, pour trois raisons. Trois raisons qui est le premier domino qui permettrait de remettre en place à la fois le lien de confiance entre la police et la population et libérer la parole des policiers. Du coup, il y a une transparence quand c'est indépendant. Du coup, il n'y a plus ces côtés, on enterre les enquêtes, il y a un rôle pédagogique d'explication. Là, on a classé l'affaire pour tel motif. Là, on a poursuivi, il va y avoir des sanctions. Deuxième chose, ça libère la parole des policiers. On nous dit régulièrement, mais pourquoi les policiers ne parlent pas plus? Déjà, vu ce qu'on se prend quand on est syndicaliste, même secrétaire général d'un syndicat, ça ne donne pas beaucoup envie d'aller plus loin. Et deuxièmement, ce qui se passe aussi, c'est qu'aujourd'hui, on nous attaque pour manque de loyauté envers nos chefs, porter atteinte au crédit au nom de la police nationale. Et ce qui veut dire qu'un policier qui veut refuser un ordre illégal, qui veut dénoncer des dysfonctionnements, son chef de service passe un coup de téléphone à son copain à l'IGPN, il lui dit tu me le sanctionnes. Donc forcément, alors si c'est un contrôle indépendant, du coup il va pouvoir expliquer, il va pouvoir dire les choses et des gens vont pouvoir s'emparer du sujet pour améliorer les choses. Et c'est la troisième chose aussi qui peut être faite avec un contrôle indépendant. L'IGPN a un rôle d'audit, d'amélioration des services. Aujourd'hui, l'audit se termine de façon suivante, c'est toujours tout va bien. Pourquoi? Parce que les commissaires sont entre eux, ils disent moi je suis pour le moment IGPN, toi tu es dans ton service, demain je te renvoie à l'ascenseur, je dis que tout va bien et tu as ta promotion comme prévu. Très bien, maintenant demain c'est un contrôle indépendant. Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un audit, on va dire qu'est-ce qui ne va pas, on va l'améliorer. On n'est pas là pour jeter des pierres en disant ça c'est pas bien, on va vous flageller. Non, ça c'est pas bien, maintenant qu'est-ce qu'on fait demain pour que ça aille mieux? Et là qu'on a plus cet enjeu de carrière, de copinage, ça avance. Les autres pays l'ont fait, notamment l'Angleterre, je pense, parce que le modèle fait ça, mais d'autres pays, la Belgique, voilà, donc il y a des choses à faire. Et malheureusement, nous en France, on met la poussière sous le tapis. Et là, du coup, est-ce que vous pouvez nous reclarifier un petit peu qu'est-ce qui va se jouer là dans ce conseil de discipline pour vous? Ce qui va se jouer, ça va déjà la proposition de sanction. C'est-à-dire qu'en fonction de la proposition de sanction, après, quelle que soit la décision du ministre, ça aide au niveau du tribunal administratif. Par exemple, pour la première sanction, on est toujours en cours au niveau du tribunal administratif. Ça prend beaucoup de temps quand c'est des plaignants qui sont contre l'État. L'inverse va beaucoup plus vite, comme tout le monde le sait malheureusement. Et résultat des courses, comme il n'y avait pas de sanction, dire la sanction est complètement arbitraire et fictive. Donc là, c'est ça qui va jouer, ça va être pour la procédure au tribunal administratif, à quel niveau on va se placer. Deuxième chose, ça va jouer, c'est juste pour l'impact aussi, savoir comment se positionnent les syndicats de police qui siègent au conseil de discipline. Est-ce qu'ils vont continuer de scier la branche où ils sont assis, en disant la liberté d'expression syndicale les concerne aussi, ou est-ce qu'ils vont s'aligner au gouvernement parce qu'ils ont un intérêt particulier et personnel. Donc on va voir si les masques tombent et dans quel sens ils vont tomber. Voilà, et on va voir aussi au sein de l'administration, parce que l'administration siège pour moitié, savoir si dans l'administration il y a encore des gens qui sont responsables, qui comprennent la situation ou qui sont juste aux ordres du ministre. Donc c'est aussi de savoir un petit peu un état des lieux des syndicats qui sont censés représenter les policiers, comment ils vont réagir, et des hauts responsables de l'administration qui siègent. Ok, merci beaucoup Alexandre. Merci. On continue tous ensemble le combat, ça c'est important. Ça ne s'améliore pas pour autant. On a en fait des gens pas très gentils qui continuent de ne pas être très gentils. Et que là on inverse les valeurs en fait. C'est qu'on a des personnes qui nous dirigent, qui disent régulièrement on est pour la liberté d'expression, on va la défendre. Sauf quand on attaque le gouvernement et ce qu'ils font. Du coup c'est plus la liberté d'expression. Et c'est pour ça qu'on a fait un communiqué commun avec des organisations avec qui on ne partage pas forcément les idées, mais on partage en tous les cas le droit de pouvoir en débattre et de pouvoir ne pas être d'accord. Et résultat des courses, on ne pense pas que c'est en censurant les gens qu'on fait avancer le débat. On convainc par des idées, après chacun a les siennes, et après on espère qu'avec des arguments on puisse aller de l'avant. Et résultat des courses, c'est pour ça qu'on a cité Charlie Hebdo. Charlie Hebdo parce que M. Macron, M. Darmanin ont refait des déclarations en septembre dernier en disant on soutient la liberté d'expression, etc. Charlie Hebdo parce que des policiers sont réellement morts pour défendre la liberté d'expression, alors que eux, c'est des gens qui font des discours dans des bureaux. Et en plus, Charlie Hebdo, parce qu'il y a une histoire particulière avec Vigie, Charb, 3 mois avant sa mort, nous avons fait une petite caricature sur la gestion dans la police par les syndicats dits majoritaires et de l'administration. En fait, on voit un policier syndicaliste qui est en train de creuser une tombe et avec un policier qui est en train de se faire un poteau, il y a un commissaire qui le braque et dit on a tout fait ce qu'on a pu pour toi, collègue. Donc tout ce qu'on a pu faire, c'est creuser ta tombe. On n'a pas pu faire mieux. On sait déjà ça quand même, t'es pas enterré comme un chien. Donc voilà où on en est. Donc c'est assez dramatique d'en arriver à cette inversion des valeurs. Donc on va voir jusqu'à quel niveau est le curseur aujourd'hui. Voilà, et après ce qui est assez dramatique,
le curseur ne s'emballait pas dans le bon sens. On a M. Didier Lallemand que malheureusement tout le monde connaît, ceux qui étaient à Bordeaux, qu'on n'en voulait plus. Même les policiers ont sabré le champagne quand il est parti de Bordeaux. Ceux qui le subissent à Paris, voilà, c'est quand même un cas d'école, et qui a redonné une ligne politique directrice encore pour ses voeux, en citant Trotsky, en parlant de l'ordre. Et c'est un temps plus ironique cette année, parce qu'en fait les 100 ans de la commémoration du massacre des marins révoltés de Condat, qui s'étaient justement battus pour la liberté d'expression. Donc un préfet de police commence à citer Trotsky alors qu'on connaît malheureusement tout ce qui s'est passé derrière, semble pas très cohérent sur l'idée du régime en tous les cas et de l'ordre qu'il veut appliquer. L'ordre est nécessaire, mais c'est une conséquence de la République et on ne doit pas faire l'ordre pour l'ordre parce que du coup c'est complètement arbitraire. Et est-ce que tu es vraiment décidé à démissionner ou tu as déjà démissionné? Alors ça c'est la deuxième chose qui est assez paradoxale, c'est que j'avais demandé à l'administration de quitter la police avec une rupture conventionnelle parce que estimant que je n'ai pas fait de faute, je voulais partir pour pouvoir me retourner tranquillement. Sachant qu'une démission n'est pas obligée d'être acceptée non plus donc, sur ce côté-là, donc c'était soumis à l'appréciation de mon employeur. Il y a un cadre légal qu'ils n'ont pas respecté pour donner la réponse, donc même jusqu'au bout quand on veut quitter la police, l'administration ne respecte pas le cadre légal, je dis jusqu'au bout parce qu'ils ne respectent rien au niveau du cadre légal. Et j'avais envoyé un petit message à mon service en disant j'espère que la procédure est hors délai, ce n'est pas pour pouvoir me sanctionner arbitrairement avant de puisser accorder mon départ. Bon bah résultat des courses, j'ai la réponse. Ils ont convoqué le conseil de discipline, ils n'ont pas convoqué le reste. Et c'est une habitude malheureusement, ce que je le répète aussi, c'est que j'ai déjà fait condamner le ministère de l'Intérieur pour discrimination syndicale en 2018 et le ministère refuse d'appliquer une décision de justice. Donc c'est très compliqué d'être face à une administration qui ne respecte pas la loi, ne respecte pas la justice, ne respecte pas les citoyens et respecte personne à part son ego et les politiques qui la nourrissent. J'avais dit que je quitterais la police quand ce sera plus possible de la réformer de l'intérieur. Après, il y a deux choses, c'est que le combat va continuer. Là, on m'a proposé d'être président d'une association IGPN citoyen parce que je pense que c'est le premier domino pour contrôler la police, libérer la parole des policiers, mettre de la transparence, donc de la confiance avec la population et améliorer la qualité du service public plutôt que la qualité de répression du gouvernement. La deuxième chose, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des méthodes. Les méthodes en interne, ça ne fonctionne plus. Parce que on voit bien, dès qu'il y a un problème, ils servent du disciplinaire, ça prendra 3 ans au tribunal de trancher, voire plus. Et même quand on gagne, en plus, ils disent bah, on ne va pas appliquer. Donc c'est très compliqué. Et au contraire, le combat va continuer pour tous les bons flics qui sont à l'intérieur. Parce qu'il y avait plusieurs méthodes pour résister, comme j'ai pu le faire avec Noam, comme d'autres délégués de Vigile l'ont fait. Mais le problème, c'est qu'on s'en prend plein les dents. Et après, il y a plein d'autres policiers qui ont choisi une autre méthode de résistance, c'est d'essayer de contourner les ordres illégaux de façon discrète, de façon quotidienne. Et c'est pour tous ces policiers qui, en fait, ne se connaissent plus dans le métier qu'ils font, mais qui essayent de le faire du mieux qu'ils peuvent avec leur conscience, mais qui savent que s'ils vont l'ouvrir, ils vont s'en prendre plein les dents. Il faut qu'on les aide. Et pour les aider, il faut qu'on continue le combat, mais de l'extérieur et de d'autres façons. Parce que le but du jeu, c'est pas de comment on va le faire, c'est d'y arriver au but en fait. Voilà, donc au contraire, le comment est important. Et au bout d'un moment, quand un mode d'action n'est pas pertinent, il faut savoir en changer. Et ce que je dis toujours, heureusement qu'aujourd'hui il y a encore une grande majorité de bons flics, sinon le climat en France serait invivable. Donc voilà, je rappelle qu'aujourd'hui la problématique et ce qui gêne le lien de confiance entre la police et la population, c'est même pas que des policiers commettent des dérives, commettent des délits. S'ils étaient sanctionnés derrière à la hauteur de ce qu'ils ont fait, il n'y aurait pas d'eau propre, ce serait propre. Le problème c'est qu'ils sont couverts par l'institution, qui ne veut pas, qui pense que si on camoufle tout, ils ont protégé la police nationale et son renom, ce qui est complètement contraire, enfin une logique normale. Le conseil de discipline, ça va se passer donc rentrer à 9h15 devant, enfin je dois être à 9h15 devant la salle. Je serai accompagné de 4 défenseurs, l'avocat qui m'a accompagné la dernière fois, un syndicaliste de l'AFPIP qui est nous ne sommes pas d'accord sur le fond idéologique ou de la manière de défendre la police. Par contre, nous sommes d'accord pour défendre la liberté d'expression syndicale quoi qu'il arrive, pour qu'on puisse continuer à débattre plutôt que la censure. Je serai accompagné de Gérard Miller, psychiatre, chroniqueur, réalisateur de films, auteur de livres, qui m'avait accompagné à l'IGPN pour voir comment ça se passait. Donc il va continuer, il a dit je continue de venir voir la suite de comment ça se passe, ainsi que de David Dufresne qui a fait un film Un pays qui se tient sage pour son expertise sur ce qui s'est passé, d'ailleurs que je salue. Et justement parce que c'est important de savoir comment ça se passe de l'intérieur pour comprendre comment les policiers agissent à l'extérieur. Après concrètement le conseil de discipline, ils nous passeront à l'heure qu'ils voudront. Voilà. Et dans le conseil de discipline, il y a l'avocat qui prend la parole, qui explique, on me dit pourquoi je suis accusé, il y a la défense qui répond, enfin une sorte de procès.
Après, il y a un délibéré, on sort de la salle, voilà, ils délibèrent entre eux et après, ils donnent la proposition de sanction qu'ils vont faire. Pourquoi vous êtes accusé justement? Pardon? Pourquoi vous êtes accusé justement? Je suis accusé d'avoir froissé l'ego d'un directeur de la police nationale. Si on résume, c'est là. Parce qu'il n'a pas su gérer 114 suicides pendant qu'il a été directeur général. Et on a déposé plainte au nom du syndicat pour les suicides, etc. sur le modèle de France Télécom Orange. On s'est dit qu'il y a un problème de management. Lui-même l'avait reconnu en plus sur une émission de télé. On est attaqué parce qu'on a dénoncé les agissements d'un médecin police nationale agresseur sexuel condamné par la justice. On est attaqué parce qu'on a dit qu'il y avait des falsifications des chiffres de la délinquance. On est attaqué parce qu'on l'a remercié de partir en avance à la retraite pour prendre une retraite anticipée alors qu'il ne va pas bénéficier de la magnifique retraite qu'on nous a vendue. C'est vraiment dommage. Donc on a été un petit peu ironique, mais au bout d'un moment, l'ironie, s'il avait fait son travail concrètement, notamment sur le suicide des policiers, en proposant autre chose que des barbecues conviviaux et donner l'ordre de faire preuve d'empathie, on n'en serait pas là. Donc une fois de plus, plutôt que de régler les problèmes, il a choisi de les cacher sous la poussière, enfin sous le tapis, et il a mis son ego en avant en disant moi, il partait dans une semaine, il a fait l'enquête IGPN juste avant son départ, en 5 jours, parce qu'il a dit voilà, les conclusions, vous me donnerez ce que j'ai besoin. Mais c'est très facile quand on est juge et partie et que l'accusé en fait dirige les enquêteurs. C'est important ce qui se passe aujourd'hui, c'est symbolique en quelque sorte. Ben, c'est symbolique, oui, c'est à voir à quel moment le curseur va être placé. C'est pour ça qu'il y a des syndicats de police, des associations de police, des gens, des citoyens, tout ça. C'est que c'est un débat qui est sur la liberté d'expression finalement. Si demain en France, tout est censuré, on censure la police va censurer la population, et puis on va où après? On n'a plus le droit de penser, c'est la pensée unique. Donc on a pu voir par exemple l'organisation du Beauvau de la sécurité. Même là, les apparences républicaines n'ont pas été sauvées. C'est M. Macron qui l'a organisé directement avec le secrétaire général d'unité SGP, parce qu'il est adhérent à la République En Marche. Donc je veux dire, c'est le parti maintenant qui passe devant, et c'est quand même dramatique. Tous les États où c'est le parti qui dirige, ça n'a jamais été très démocratique. Qu'attendez-vous? Qu'est-ce qui va vous satisfaire, si c'est possible d'être satisfait après ce conseil? Qu'est-ce qui peut être la meilleure chose qui peut se passer? La meilleure chose, c'est une prise de conscience des syndicalistes qui vont siéger, parce que pour le moment, ils ne se sont pas positionnés, en disant peut-être que s'ils veulent continuer à ne pas être d'accord avec nous, ou être d'accord des fois, mais en tous les cas faire des propositions et débattre, il va falloir qu'ils puissent garder leur liberté d'expression, donc voir comment ils vont se positionner, voir au niveau de l'administration s'il y a des gens qui sont responsables, qui siègent aussi au conseil de discipline, qui vont comprendre qu'il y a des intérêts supérieurs à des petits intérêts carriéristes et aux ordres qu'ils peuvent recevoir du ministère. Et après, la sanction finale, ça va être de savoir comment ça va se positionner pour savoir après au tribunal administratif, parce qu'au final, c'est uniquement le ministre de l'Intérieur qui prononcera la sanction. Là, c'est uniquement un avis. Et c'est ce qui s'était passé la dernière fois. Je n'avais pas été sanctionné par le conseil de discipline, mais Castaner à l'époque avait choisi de me sanctionner quand même. Donc en fait, on est aussi sur ce contrôle politique final qui pose un sérieux problème. Avec M. Darmanin, ça va... Vous y croyez? Je crois que si je suis là... Vous allez éviter la sanction? Non, je crois que quelle que soit la décision aujourd'hui, la sanction va tomber. Parce que le dossier, il l'avait gardé dans un tiroir. L'enquête a été finie en février 2020. Ils me ressortent le dossier maintenant, c'est parce que je gêne Darmanin, on gêne tous Darmanin, et que les policiers qui ne veulent pas être dans le moule de la République En Marche, gênent. Voilà, il y a le collègue d'Hors Service qui a tenu des propos aussi, qui passe demain à l'IGPN. Donc en fait, tous les délégués qui posent problème sont attaqués. Celui qui avait attaqué aussi pour ce qui se passait au dépôt, Bing, aussi sanctionné. Donc aujourd'hui, on sanctionne tous les gens qui veulent parler de la police de façon diverse et variée pour expliquer comment ça se passe de l'intérieur, et ça, c'est leur insupportable. Donc à partir de là, oui, c'est ce que j'attends, c'est Darmanin, j'attends pas grand-chose, parce que si jamais il voulait faire le travail, il pouvait le faire. Il a raté, il a menti à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale pour défendre la loi sécurité globale. Donc voilà, donc à partir de là, qu'attendre de quelqu'un qui ment? Voilà, et après ce qui est rigolo, c'est que c'est plus facile d'être blanchi dans la police quand on est accusé de viol, parce qu'on est ministre. Je ne dis pas qu'il l'a fait ou pas, au final il a été blanchi en tant que ministre, donc ça pose une sérieuse question de qu'il l'ait fait ou pas. Il y aura toujours la suspicion qu'il a utilisé son pouvoir pour annuler la sanction. Donc voilà, à côté de ça, on dénonce des choses qui sont vraies, qui ont été jugées par la justice, et là on se retrouve en conseil de discipline. Donc je ne sais pas si c'est vraiment les valeurs françaises. Parce que des fois les gens ne se rendent pas compte comment ça se passe, donc avoir un avis extérieur pour comprendre comment ça se passe, ça me semble important. Et David Dufresne, il avait fait le film Un pays qui se tient sage, donc il avait une expertise sur le sujet de la police. Après ça a été décrié
qu'il avait fait en identité anti-police, quand on regarde bien avec un problème à régler, que personne ne veut régler. Et après, il voulait s'intéresser en tant que documentaliste sur comment ça se passe dans la police. Et donc, je lui ai proposé de saisir l'occasion pour qu'il se fasse voir de ses propres yeux. Mais on dit c'est bien, le voir de soi-même, c'est mieux. Par rapport aux accusations, là, c'est juste plus pour eux, pour qu'ils puissent assister, voir comment ça se passe, et que pour qu'ils puissent y assister, il faut que je décide comme défenseur. D'accord, ok. Voilà. Et l'enjeu L'enjeu, ça va être une fois de plus le positionnement, de savoir où en sont les cartes et où le curseur. La dernière fois, le syndicat Alliance était parti. Là, on n'accuse pas un syndicaliste pour son activité syndicale. On n'est pas d'accord avec lui, mais ce n'est pas le rôle d'un conseil de discipline de régler des comptes entre le directeur, le ministre et un syndicaliste. Donc on va voir si aujourd'hui il garde la même position. La deuxième chose, on va voir si l'unité GP est cohérent. Je rappelle cohérent pourquoi? Parce qu'ils avaient refusé de débattre avec nous sur une émission de divertissement, parce qu'il y avait une procédure pénale en cours qu'on avait gagnée en première instance et en seconde instance c'est encore en cours. Donc ils ont dit que ça peut fausser le jugement. On dit bon bah très bien. Donc on leur a dit aujourd'hui si vous êtes cohérent, on pense qu'un conseil de discipline ça a plus d'impact sur une décision de justice qu'une émission de divertissement. Donc s'ils sont cohérents, ils ne viennent pas. S'ils ne sont pas cohérents, c'est qu'ils sont dans le foutage de gueule et qu'ils sont là aussi pour plomber. Je rappelle également que l'unité GP pose la question de le Beauvau de la sécurité est organisé directement avec leur secrétaire général parce que c'est un copain de Macron adhérent à la République en marche. La sanction voulue étant politique, ça pose aussi un problème d'impartialité. Après, ça va aussi poser la question sur les gens de l'administration qui siègent, savoir à quel niveau, si tout le monde est prêt à accepter les ordres qu'ils reçoivent ou s'ils sont prêts à entendre que là on est en train de jouer une mascarade. Et au final, c'est le but du jeu, c'est d'avoir la sanction la plus basse possible ou pas de sanction comme la dernière fois pour quand j'irai au tribunal administratif parce que le ministre va sanctionner quoi qu'il arrive, malheureusement, que je puisse avoir la meilleure défense possible en disant bah là le ministre a pris une sanction tout seul. Voilà, mais le problème c'est que ça prend du temps le tribunal administratif parce que la première sanction a été prononcée maintenant c'était en 2019 et du coup on est toujours au tribunal, c'est-à-dire que l'administration n'attend pas et continue son système de broyage. Donc ça pose des vraies questions de l'organisation, de la justice et du pouvoir disciplinaire dans la police. D'accord. Et eux, en termes de sanctions, quelles sont toutes les options possibles pour toi? Toutes les options sont possibles pour eux, parce que quand tu vas à un conseil de discipline, tu ne sais pas le niveau de sanction qui va être donné. Enfin, normalement, ils devraient te dire une petite catégorie. Là, ils disent c'est entre rien et la révocation. Donc voilà, dans tous les cas, j'ai 6 mois de sursis qui vont sauter si j'ai la moindre sanction. Résultat des courses, en fait, ils vont faire quelque chose, ils vont faire une proposition, donc on ne sait pas sur quoi ils vont se baser, sur comment ça va avancer. Donc après, la vraie question, c'est la proportionnalité. Je dis toujours à un directeur de la police nationale, la VRPP au renseignement, qui avait piqué dans la caisse pour payer les frais de son château en province, alors qu'il était au renseignement parisien et qu'il y a eu les attentats pendant cette période du Bataclan, a été déplacé de service. Donc si on reste dans la proportion gardée, voilà, nous on a juste fait un tract syndical pour dénoncer des faits. Donc ça va être aussi de voir à quel niveau un conseil de discipline et comment la transparence dont peut faire preuve l'administration. Et quels sont les impacts que ça peut avoir sur toutes les autres sanctions administratives qui visent AMAP, qui visent Noam, qui visent Laurent? Ça va continuer. En fait, leur objectif, c'est de briser les gens. Briser les gens en disant, même si après on gagne au tribunal, ils diront déjà vous avez pris les dents, et puis surtout ils avaient fait ça à un collègue qui avait gagné au tribunal, qu'ils avaient viré illégalement, et quand il avait repris son service, ils avaient dit à tous les autres, vous avez vu, ce collègue a gagné, ça lui a pris 9 ans. Qui est prêt après 9 ans de sa carrière pour nous résister? Réfléchissez bien, on a le pouvoir, ça nous prend 5 minutes d'écrire avec notre crayon, vous êtes envoyé en conseil de discipline, révoqué, etc. Et après vous, ça va vous ronger pendant 9 ans, ça va détruire votre vie, vous n'aurez que ça à penser, nous on sera passé à autre chose. Donc qui va nous désobéir? C'est que même quand ils perdent, ils ont le culot et l'abject comportement d'aller dire voilà, vous avez vu, on va perdre, mais ce sera l'administration, donc les Français qui vont payer, ce ne sera même pas nous personnellement déjà. Et deuxièmement, réfléchissez bien. Donc effectivement, ils sèment la terreur, même avec des sanctions arbitraires. Et au-delà de ton cas à toi, symboliquement, qu'est-ce que ça peut changer sur le devoir de réserve, sur le fonctionnement des policiers lanceurs d'alerte, ces procédures-là? Si on gagne, qu'on arrive à gagner la liberté d'expression, ça permet peut-être de donner du courage à des policiers de témoigner, d'avoir confiance, de dénoncer le dysfonctionnement, d'avoir aussi mettre un débat citoyen pour régler les problèmes, encore faut-il les connaître, avoir tous les outils et pas que la propagande officielle. Donc justement, il y a quand même une souffrance dans la police et si tout est caché, tout est mis sous le tapis, cette souffrance après se répercute sur comment c'est la relation avec le public. Enfin, il y a tout un enchaînement qui est bénéfique pour tout le monde si jamais on peut libérer la parole. Si on l'enferme définitivement,
on va continuer sur cette spirale de perte de confiance de la population, d'un mal-être des policiers, de plus en plus de suicides, et un gouvernement qui va utiliser la police de façon de plus en plus oppressive. Tu veux juste revenir sur les soutiens, donc tu parlais à David Dufresne, etc. Qui te soutient aujourd'hui officiellement, qui t'a convoqué? Officiellement, j'ai eu des soutiens spontanés de syndicats de police, un syndicat de police, la FIP, qui est à l'opposé de ce qu'on défend en général, mais par contre ils ont dit sur la liberté d'expression, on veut être là. On a eu le soutien d'une association de policiers également avec qui on n'est pas forcément d'accord sur les méthodes, mais en tous les cas sur le fond, on a un amour profond de notre métier, c'est hors service. Lui aussi va passer à l'IGPN demain, leur responsable. Et donc ils ont dit, bah voilà, nous on veut continuer de se battre pour la liberté d'expression. On n'a pas dit qu'on venait parce qu'on était d'accord avec toi, on n'a pas dit qu'on venait te soutenir personnellement, on vient soutenir un combat qui nous dépasse tous et qui est de l'intérêt général. Après, Gérard Miller était venu la première fois parce qu'il semblait nécessaire d'avoir un témoin extérieur à la police pour comprendre comment ça se passe à l'intérieur, voilà, de l'extérieur. Donc il était venu à l'IGPN m'accompagner et je lui ai reproposé de revenir cette fois-ci. Il a accepté, il a fait cette gentillesse. Et après, il y a David Dufresne qui avait fait un film Un pays qui se tient sage, qui avait documenté et qui, je me suis dit, il serait intéressant d'avoir un documentaliste à l'intérieur de la salle. Une fois de plus, pas pour prendre parti, mais qu'il puisse voir comment ça se passe, plutôt qu'on lui raconte comment ça se passe, qu'il puisse le vivre directement et qu'ils puissent après en faire ce qu'ils veulent pour un besoin d'information, un besoin documentaire ou ce qu'il estimera nécessaire dans l'intérêt général. Par rapport à la première fois, je sais que la première fois on se dit toujours comment ça va évoluer, comment ça va se passer, parce qu'on ne sait pas si le combat est vraiment légitime, s'il est vraiment soutenu. Et là du coup on savait que ça allait s'organiser, du soutien de la population, de gens médiatiques, de collègues policiers de diverses idéologies, de divers bords. Donc en fait voilà, donc ça montre que le sujet est vraiment général et vraiment dépasse ce qui va se passer aujourd'hui. En fait, c'est pas le cas langlois qui est important, c'est le cas de la liberté d'expression dans la police et de façon plus générale dans la société. Donc j'y vais confiant du coup, parce que les valeurs sont belles et c'est les valeurs pour lesquelles je m'étais engagé dans la police et comme beaucoup de policiers se sont engagés. Ça va Alex, tu vas comme tu veux, laissez-moi ça. Merci. Garde le fil Alex, garde le WhatsApp branché quand tu es là-bas dans la tente, pour qu'on sache à quel moment tu passes, s'il passe en premier ou en dernier. Okay. Bonjour. Moi, comme je disais, c'est pas Castagaz et Édouard Philippe à l'époque qui venaient me matraquer avec le gaz. Hein. C'est bien les flics qui acceptent les ordres. Et je dis, mais au bout d'un moment, si les gens ne prennent pas leurs responsabilités, et c'est là quand on parle souvent de l'intégrité, on est dans cette merde parce que personne ne veut prendre ses responsabilités. Personne ne veut perdre ses petits acquis, son petit logement, sa petite APL. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que moi, je vois, j'ai 54 ans, mais en 30 ans, la dégradation de notre vie, mais elle est puissance 10. Donc si déjà à 30 ans, on en est là, mais demain, qu'est-ce qu'on laisse à nos gamins? Les vieux se sont battus, les anciens sont battus. Personne ne va pour les porter secours, ils sont allés, c'est cobayes, à gogo, les vaccins, à gogo et tout. Pendant la soi-disant pandémie, c'était Rivotril à gogo, il n'y avait pas de place dans les hôpitaux, donc on les laissait dans les EHPAD, on les laisse crever. J'ai travaillé pendant des années avec les personnes âgées, je sais comment ça fonctionne. C'est criminel. Donc, mais c'est parce qu'ils n'ont pas, pas du personnel non plus. Quand tu as une personne qui doit faire 8 chambres, comment tu veux qu'elle puisse s'en occuper? C'est impossible. Tu vois ce que je veux dire? Et on en est là. Et c'est là où je me dis, mais quand est-ce qu'on va comprendre? Il passe où le pognon?
Ils passent tout le pognon. En 30 ans, tu as toutes les communes qui ont perdu, les hôpitaux, les maternités, la poste. Il n'y a plus aucun service public dans la plupart de toutes les petites communes. Il y a 30 ans en arrière, partout, tu avais tous les services publics, partout, d'accord? Donc déjà, tu n'as plus de services publics dans énormément de petits départements. Dans les grandes villes, c'est la bérésina. Moi, j'emmène ma mère aux urgences, on y passe 7, 8, 10 heures, d'accord? Il n'y a pas de personnel. Donc, il n'y a pas de personnel, il n'y a plus de services publics et on paye des impôts. Regardez, les gens qui calculent ce qu'ils payaient il y a 30 ans en arrière et ce qu'on paye aujourd'hui. Donc, il y a bien un problème. Où va tout ce pognon? Ben, c'est toujours pour les mêmes. D'accord? Et ça, je ne comprends pas. Et donc, moi, aujourd'hui, bah, on avait fait l'appel avec Fatih. Bon, Fatih, elle travaille, mais je pense qu'elle va peut-être essayer de venir. Mais les gens qui ne travaillent pas, mais merde, mobilisez-vous, quoi. Vous attendez quoi? Vous inquiétez pas, hein, votre chômage, il va dégager vite fait. Vous n'avez pas compris la nouvelle réforme. Et votre APL, pareil, elle va dégager vite fait. Hein. Vous n'avez pas compris la réforme non plus de l'APL, hein, je pense. Hein. Les gens te disent, mais si, Nadia, regarde, c'est quand même mieux. Parce qu'avant, c'était rétroactif sur 2 ans, voire 1 an de tes revenus. Là, maintenant, c'est tous les 3 mois. Je dis, mais vous n'avez pas compris que, justement, aujourd'hui, tu es au chômage. Alors oui, si tu es vraiment au chômage, bah oui, voilà, ça va se mettre en place. Mais si demain, tu retrouves un boulot, bah tout de suite, tes APL, tu vas les perdre. Donc, c'est pas en retrouvant un boulot à 1 400 €, d'accord, que tu vas automatiquement te faire une caisse de réserve. D'accord? Donc, comme c'était calculé avant, ça te permettait justement pendant une année de souffler un peu. Tu faisais tu travaillais, tu faisais ton salaire, tu pouvais te faire une caisse un peu d'avance. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est fini. Là, maintenant, c'est au cul par cul. Donc, je pense qu'ils vont le comprendre. Mais en tout cas, voilà, il faut soutenir Alexandre Langlois. Moi, je le soutiens. Et je te dis, pour revenir à lui, justement, moi, quand il me dit violence d'État, ça me saute un peu. Et bien, maintenant, il le reconnaît. Oui, il y a des violences parmi ses collègues. Il y a vraiment des dysfonctionnements. Mais d'un autre côté, et donc déjà, ça fait plaisir, parce que moi, je ne sais pas si tu as vu sa dernière vidéo. Hein, oui. Elle est puissance 10, hein, il explique bien les choses. Je veux dire, même le neuneu de base ne peut que le comprendre. Hein. Mais là, voilà, là, il a compris que oui, il y a vraiment un problème. D'un autre côté, comme il l'explique aussi, quand la hiérarchie, elle a les masses sales. Comment tu veux donner l'exemple aux petits flics? Quand tu vois que le ministère, au gouvernement sans nommer de nom, mais tous sont accusés de viol. Mais tous, Castagaz, moi je dis Castagaz. Il a un casier judiciaire. Mais tous, mais quand tu regardes tous, Édouard Philippe avait sa casserole, Castagaz avait sa casserole. Castagaz, en 95, il avait été condamné par la justice, parce qu'il avait distribué, avec ses petits copains, ils avaient fait des tracts et distribué plus de 300 000 hein, quand même, de partis adverses dans la commune où il était pour faire passer, mais bon, l'autre, il n'a pas passé, mais c'était des tracts pornographiques. Hein. C'est comme si je te prenais toi et je te le mettais en position, tu vois ce que je veux dire, 4 pattes, avec une tête de cochon, mais qu'on te reconnaissait bien, et l'autre adverse, pareil, qui te prenait comme un truie. C'était ça les tracts qu'il a distribués. Et quand tu vois que les jeunes d'aujourd'hui qui veulent rentrer dans la police, on leur demande, mais blanc comme neige. Mais c'est toujours comme ça. Alors, et que tu vois qu'au gouvernement, tu as des pourris. Voilà, mais sans les nommer, hein, je nomme pas. Mais c'est tout le temps comme ça. Je veux dire, moi j'ai l'impression, mais depuis des années que j'ai vu ça, mais là avec le nouveau gouvernement, avec la personne qui est pour moi totalement illégitime, quand tu vois qu'ils ont tous des casseroles, soit des condamnations, soit des procès en cours. Et des choses graves qui sont des alors, je te dirais qu'apparemment, la gravité, ça dépend comment tu la places. La gravité, c'est comment tu la places. Parce que la dernière fois, on m'a envoyé une vidéo, c'est au conseil de médecine, je crois que je ne sais pas quoi, ils en rigolaient avec le consentement. Ah ben, si vous donnez la réponse, il faut être vraiment clair parce que c'est comme le consentement, il faut être clair et tout le monde rigolait autour. Donc voilà où est le niveau. Quand vous avez sur des plateaux télé, il y a des actes de pédocriminalité qui est dénoncé et vous avez un pédiatre qui se permet de faire de l'humour, du style, quelle est la différence entre un pédophile et un pédrate? Ben, le pédiatre, lui, il a le droit de toucher les enfants. C'est des genres de comme ça. Quand tu as Finkelstein qui se permet là, j'arrive pas à dire à son nom, il m'écoeure ces mecs-là. Quand il se permet de faire des leçons de morale et de relativiser, oui, mais il faut voir le consentement, mais c'est un adolescent, 14 ans.
trop. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que les lois ont évolué. Dans les années 1800, c'était 11 ans. Déjà, tu vois, c'était chaud. Et justement, c'est là je me dis, mais putain, on y revient. C'était 11 ans. Après, c'est passé justement à 15 ans. Et aujourd'hui, avec le microbe en place, on est repassé à 13 ans. Tu vas voir que demain, ils vont le faire à 11 ans de consentement. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas avec le microbe, c'est pas en marche, c'est en marche arrière. Mais on revient en 1800 avec lui. Hein. Et les gens ne le comprennent pas. Là, actuellement, il y a plein de je veux dire, comment on appelle ça, pas des expériences scientifiques, chercher des mots, je ne trouve pas mes mots. Merde, comment on appelle ça? Oh, excuse-moi, je cherche mes mots, je veux dire qu'on n'en arrête pas. Il y a un truc allemand, des essais, voilà, merci. Des essais cliniques qui viennent de sortir, des essais justement, notamment sur le porte-masque. Donc c'est allemand bien sûr, on essaie de le faire distribuer, le port du masque pour les enfants. Mais c'est plus de 30 000 là, quand même, hein. C'est sur plusieurs mois, sur 30 000, mais c'est une catastrophe, le port du masque pour les gosses c'est une catastrophe. Et je pense que nous les adultes on ne le voit pas, et c'est en lisant ça que je me suis dit mais oui, c'est tellement évident. Regarde, il porte sous le nez, moi je l'ai baissé, on est beaucoup à le baisser, on le porte pas, je veux dire, c'est pas ça, c'est que je vous explique. Nous, dès qu'on peut, on le baisse, d'accord? Faites une expérience, et vous parents, faites une expérience, voilà. Faites une expérience vous parents, portez votre masque 5 heures sans y toucher, 5 heures. Votre gamin le porte 8 heures, hein. D'accord? Il a juste un petit temps de pause pendant la cantine. S'il sort de l'extérieur et va chez les parents, il va pouvoir respirer. Mais sinon, c'est toute la matinée, toute la journée, toute l'après-midi. Et ils font du sport avec, ils vont à la récréation. Faites l'expérience pour vos gosses. Parce que je pense qu'on ne le voit pas parce que justement on est tout le temps en train de le baisser. Et on respire nos propres microbes. Mais ça, c'est même pas. Alors ça, tout ça on le sait. Mais je veux dire par là, c'est simplement faites l'expérience de ce que votre gosse subissent toute la journée sans y toucher, en le mettant bien sur le nez, bien bloqué et sans y toucher. Et je pense que vous comprendrez en fin de soirée ce que vit votre gosse. Je suis quelqu'un de loyal, avec qui très bienveillant avec moi. Il y a 8 mois, 9 mois, j'étais à cette place, j'étais en train de vous parler de mon discipline. Alexandre a attendu la décision, il l'a commenté, il m'a soutenu. Moi, je suis là en juste retour pour le soutenir aujourd'hui. Moi, ce que Alexandre m'a dit tout à l'heure, c'est qu'il n'est pas ouais, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que l'administration ne le reconnaît pas comme délégué syndical, ne nous reconnaît pas, on n'est pas invité d'ailleurs au Beauvau de la sécurité. Le ministre dit j'ai invité l'ensemble des organisations syndicales, c'est pas une question de pourcentage parce qu'on a d'autres organisations qui sont invitées qui ne sont pas spécialement représentatives. Donc je pense qu'il y a vraiment une sélection qui est faite en fonction des affinités. Écoutez, moi de toute façon comme je vous l'ai dit, j'en attends rien, c'est-à-dire que je veux bien essayer de donner mon avis, de dire ma vérité à quelqu'un qui tendrait l'oreille, mais là a priori si c'est mettre des coups d'épée dans l'eau, je veux dire ça n'a aucun intérêt. Je préfère m'abrutir devant une série Netflix ou je ne sais quoi que d'aller au Beauvau de la sécurité pour finalement participer à une réunion qui servira à rien, qui débouchera sur rien, on le sait d'avance. Voilà. Pardon pour Netflix, je ne sais pas si... voilà. Vous savez depuis déjà avant, évidemment, mais depuis la crise des Gilets jaunes, ça a pris beaucoup d'ampleur. Ah mais si vous voulez, on ne va pas recenser encore les dysfonctionnements de la police. Je veux dire, il ne se passe pas une journée sans qu'on ait un fait divers qui nous rappelle à quel point ça va mal. Cette semaine, on a eu un policier des Hauts-de-Seine qui a été pris en pédophilie sur un réseau international. En début de semaine, c'était une policière de l'APP qui a braqué un commerçant du 18e avec son arme de service. Donc je veux dire, bon, à un moment, on peut multiplier, bon, là je crois qu'hier je parlais de, effectivement c'est aussi un dysfonctionnement, quelqu'un qui se met en scène sur les réseaux sociaux, qui tourne l'institution en dérision, donc c'est du n'importe quoi en ce moment honnêtement, et je crois pas qu'on ait besoin de fermeté, on a plutôt besoin, on aura besoin de fermeté, c'est un outil indispensable, mais à condition qu'on ait avant l'exemplarité, c'est-à-dire que les gens puissent dire effectivement moi j'accepte qu'un policier vienne me dire que je me suis mal comporté, que j'ai commis un acte répréhensible, mais à condition que lui-même soit exemplaire, je dirais qu'il soit neutre justement.
Et aujourd'hui, les gens ne sont pas convaincus de ça. Je veux dire, ça me paraît évident. Donc, je ne veux pas relancer le débat depuis décembre. On a des affaires en cascade de violence. On a eu Garges-les-Gonesse aussi, une femme enceinte qui a perdu son enfant parce qu'elle a été interpellée violemment. Je veux dire, ça n'arrête pas. À tel point que j'oublie. Normalement, une affaire comme ça devrait me venir en mémoire tout de suite. Mais c'est tellement fréquent aujourd'hui que je me dis, ah mince, effectivement, un bébé qui a été tué dans le ventre de sa mère, bah, ça m'est passé par-dessus la tête parce que ça devient tellement fréquent en fait, qu'on en arrive à oublier. C'est triste en fait. Et donc, j'en reviens un petit peu à ce que vous disiez au début, puisque j'avais un peu au début. C'était le fait, l'enjeu, c'est non, mais clairement, l'idée, c'est qu'il a été sanctionné au départ, au précédent conseil de discipline, de 6 mois fermes de suspension de salaire, dont 6 mois avec sursis. Donc je pense que là, au minimum, on va le sanctionner des 6 mois avec sursis qu'il attendait. Peut-être qu'on va encore surenchérir. Moi, je pense que c'est une réponse. Merci madame, merci. Et bonne année à vous. En fait, c'est une juste réponse au courrier qu'il avait écrit dans les médias suite à l'affaire Michel Zecler. C'est-à-dire que l'idée, je pense pour les gens qui sont derrière ces murs, c'est de dire on ne vous laissera pas finalement être maître de votre destin. C'est-à-dire que vous avez décidé de claquer la porte, ben non, nous on va vous retenir, on va justement vous maltraiter et ensuite on va vous éjecter. Voilà, je pense qu'ils veulent avoir le dernier mot, c'est une façon de lui refuser l'avantage financier que présente la rupture conventionnelle, c'est une façon aussi de l'humilier publiquement, voilà, c'est ce genre de choses en fait. Donc on savait que ça allait se terminer comme ça de toute façon. Mais moi, comme je dis, je pense qu'on est l'avantage, c'est la période, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin des élections de 2022, donc j'espère qu'on aura un président de la République bienveillant qui, en 2022, non seulement va revenir sur ces décisions absurdes, parce qu'il suffit d'une signature et d'un arrêté, donc il y a quelques mois à souffrir dans cette éventualité, et qui pourra également gracier les gilets jaunes qui ont été condamnés et décorer les mutilés et les blessés, les éborgnés justement de toute cette révolte qui était totalement légitime. Donc voilà, moi c'est un appel que je lance via votre antenne pour sensibiliser le futur président de la République à cette question. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut s'engager pendant la campagne à ce que toutes les personnes qui ont été interpellées pendant les manifestations soient graciées de la grâce présidentielle. C'est pareil, c'est une signature, ça coûte absolument rien à la collectivité. Bien au contraire, ça fait économiser les frais de justice et d'incarcération, etc. Et est-ce qu'on peut décorer de façon légitime tous ces gens qui ont été éborgnés et mutilés par les forces de l'ordre? Bravo pour ce combat, parce que c'est extrêmement important de défendre des actes qui sont totalement en contradiction avec la loi. Les relations sont difficiles, hein. Je vous ai vu au Conseil de Paris, là, avec M. Allemand, c'est houleux. Hein. En réalité, j'ai même envie de dire houleux pour la démocratie. En réalité, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'avais protesté une fois. Oui, l'affaire du drapeau confédéré. Oui, dans le 17e, bien sûr. Pas encore le 17e. Encore le 17e, c'est ça qui s'en parle. Et j'avais à ce moment-là interpellé le préfet allemand avec un vœu au Conseil de Paris pour demander s'il y avait eu une enquête interne et s'il n'y en avait pas eu, est-ce qu'il y en aurait eu. Et à ce moment-là, la représentante du préfet s'est initiée à dire Monsieur le préfet, me faites-vous dire que le drapeau est retiré. Déjà le fait, oui, mais. Parce que ça veut dire qu'ils ne niaient pas le fait, mais qu'ils estimaient normal. Déjà, à votre niveau de responsabilité, le fait qu'on vous envoie une concert pour charger le préfet de vous passer un message, c'est déjà une forme de réponse en soi. Donc il aurait pu vous appeler directement, vous écrire. Bon, je sais pas. À chaque fois qu'on a soulevé les problèmes judiciaires, il a été tout le temps dans le déni. C'est ce que je viens d'expliquer en fait devant les antennes, c'est que en fait actuellement le système est sclérosé, il ne fonctionne pas. Je veux dire, moi je pense que jusqu'à 2022 malheureusement il ne faut rien attendre du système, on est obligé de limiter la casse, d'encaisser les coûts et j'ai lancé un appel au futur président de la République qui va nettoyer d'un coup de Karcher toutes ces décisions absurdes, ces arrêtés administratifs de sanctions, qui va gracier les personnes qui ont été interpellées parce qu'elles manifestaient et qui va peut-être décorer les éborgnés et les mutilés, parce que finalement pour moi ces gens, de loin d'être des criminels, sont des héros en réalité. Donc il ne faut pas compter sur ces gens, je veux dire, moi je pense que vous êtes suffisamment aguerris pour savoir qu'on n'a rien à attendre d'eux et que malheureusement il va falloir par le vote démocratique les faire bouger tout simplement. C'est sûr que pour nous l'échéance de 2022 est essentielle qu'on puisse faire une refondation républicaine, parce que la police elle a besoin d'une refondation républicaine de fond en comble. Bah oui, de fond en comble, c'est-à-dire
En termes de elle n'a pas bougé formation, depuis Vichy, hein, depuis 41. voilà, hein. il y avait eu des formations importantes, m'a compris en 81, et depuis il n'y a pas eu d'élan de voilà. Et Bah, puis, on voit 86, le code de déontologie, donc ça commence à vieillir un peu. quoi, je veux dire. Exactement, et puis on voit bien aussi la politique du chiffre. Moi je le vois du 20e, hein, Ouais. dans les quartiers populaires. La stratégie politique du chiffre qui a été instaurée par Sarkozy et qui perdure insiste à une démarche systémique de contrôle au faciès et qui est source de violence Oui, dans le 20e, au lieu d'être oui, bien dans sûr. la proximité et Non, dans mais- la résolution d'enquête. On conditionne en fait les policiers à faire autre chose que leur métier. Mais de toute façon, madame, vous savez, moi je crois que intimement, moi je ne suis pas représentant politique, on a un petit syndicat très minoritaire, on vit, nous on est ancré dans la réalité sur le terrain. Et je crois que les gens ne supporteront pas en fait un quinquennat supplémentaire comme celui-ci. C'est-à-dire que là on est arrivé au bout en fait d'un système qui ne fonctionne plus. Je veux dire, les gens ne comprennent plus le langage politique. Et quand vous dites aux gens, oui, mais la délinquance en matière d'atteinte aux biens et aux personnes a baissé de 0,2%, quand vous parlez à quelqu'un qui vient de se faire arracher son téléphone dans la rue, ça ne parle pas, je veux dire, c'est pas significatif. On a envie de voir des gens dans la rue, on a envie de savoir qu'ils sont là pour nous protéger. Moi, tout à l'heure, j'ai enlevé mon masque le temps d'une interview. Il y avait des policiers autour, je me disais mince, je me disais, vous voyez, en théorie, si j'étais normalement constitué, je me serais dit super, on est à l'abri des menaces, on a des policiers. Là, je me disais mince, à quel moment ils vont me tomber dessus pour me dire que je leur dois 135 €. Ils l'ont pas fait, donc je vais pas. Mais je veux dire, aujourd'hui, on en est là, on craint la police en réalité, donc il faut rétablir un lien de confiance. Moi, j'ai entendu effectivement votre candidat, je pense, s'exprimer sur la question. Il a promis une refonte de haut en bas de l'institution, ça m'intéresse. J'ai interpellé publiquement le professeur Juvin, puisque c'est le seul à s'être déclaré candidat à primaire pour les présidentielles, pour savoir ce qu'il ferait. Pour moi, il faut que les gens sachent qu'on ne peut plus se permettre de raisonner selon le mode de la pochette surprise, où on vote pour quelqu'un, puis le gars a un chèque en blanc pour gouverner pendant 5 ans et faire ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache à l'avance qui va être peut-être le ministre de l'Intérieur éventuellement, quel va être le programme, quelle va être la refonte. Et je pense que M. Mélenchon, comme d'autres, pourront répondre à cette question. Pour les Gilets jaunes, comme je sais qu'il y a aussi une sensibilité d'extrême droite, Marine Le Pen a donné sa vision devant le commissariat de Gennevilliers pendant le premier confinement. Elle soutient la police de façon inconditionnelle et l'IGPN. Donc voilà, au moins on sait à quoi s'en tenir. Elle a été honnête. Elle soutient le système actuel tel qu'il est. Peut-être qu'elle va le corriger entre-temps, je ne sais pas. M. Mélenchon a promis une refonte de haut en bas. J'interroge le professeur Juvin et également les autres candidats, savoir quel est le programme pour la police après 2022. En tout cas, d'ici là, Alexandre va être sanctionné, je vais l'être aussi, il n'y a rien à attendre de ces gens. Voilà, moi je... C'est une injustice. Non, mais c'est une injustice. vous savez, voilà. C'est vraiment, et c'est vous les héros qui assumez d'être Madame, aussi les les rôles héros, de lanceurs d'alerte. Non, mais vous faites votre devoir de lanceur d'alerte. Je suis persuadée que quand vous êtes engagé dans la police républicaine, vous êtes engagé avec voilà, des principes, des idéaux, républicains, de justice, de droit, et je ne vois pas comment on peut se regarder dans une glace si on sait tout ce que vous avez pu dénoncer comme fait et ne rien dire. Donc soyez fiers en tous les cas de la parole que vous avez portée. Bah écoutez, oui, on en est fiers, mais pour le moment, la douleur anesthésie un petit peu la fierté, si vous voulez. C'est gentil. C'est gentil. C'est symbolique, mais ouais, non, bah, pour le moment, on est un peu des parias dans la police, parce que vous savez, l'heure est à la lâcheté. Hein. En général, les gens, au minimum, font semblant de ne rien voir, de ne pas approuver, et puis, dans le meilleur des cas, je veux dire, ou dans le cas le plus médian, approuvent les décisions du préfet par servilité, quoi, tout simplement. Hein. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Écoutez, on n'est pas loin de l'échéance, c'est ce que je disais, la campagne va démarrer en septembre, c'est ça donc, nous, ça commence alors avec évidemment le contexte Covid qui fait que oui, bien sûr, c'est très difficile, mais on est déjà à 200 000 personnes qui ont soutenu la candidature. Mais à quelle date est-ce que vous êtes autorisé à lancer en fait la campagne? En fait, nous nous estimons en campagne. En fait, nous nous estimons avoir toujours été en campagne, nous serons toujours en campagne. Tant que cette société n'aura pas changé, nous serons en campagne. Il y a déjà 200 000 personnes qui, sur le site Sommes pour, ont soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Le programme L'Avenir en commun, il est en débat pour enrichissement et c'est ça la démarche. Après, il est évident que dans les quartiers, même si nous étions faire du porte-à-porte, oui, bien sûr, le contexte Covid fait que c'est pas les mêmes forces déployées qu'en période sanitaire. Vous savez, moi je suis très en colère contre les gens, parce qu'en général, les gens ont désespéré un petit peu de la démocratie, ils ne sont pas allés aux urnes, et ce qui s'est passé aux européennes et même parfois aux municipales m'a profondément désespéré. Donc moi je préfère passer un message pessimiste. Il y a en même temps une colère latente. Oui, bien sûr. Et je pense qu'il
il ne faut pas interpréter l'abstention comme un désintéressement, mais aussi comme une colère froide. Et Oui, il faut être capable de l'entendre pour se dire, bah oui, là il y a aussi besoin vraiment de pouvoir co-définir avec les citoyens ce qu'il faut, quoi. Et dire, sur la question par exemple de la police, nous on a déjà mis des propositions sur la table, mais on attend qu'elle puisse être enrichie, travailler avec à la fois les syndicalistes comme vous, qui sont dans le cœur, qui comprennent tous les dysfonctionnements dans le cœur du système qu'il faut totalement transformer, et puis en même temps les citoyens, les associations. Oui, non mais je comprends, mais en tout cas votre action est louable. Moi je sais que je vous ai reconnu parce que j'ai admiré votre courage quand, dans le cadre de ce qui s'était passé, j'ai été particulièrement déçu par je dirais, les réactions de soutien au préfet de police, parce que je crois Madame Hidalgo, c'est pour ça ce que je vous dis, on est dans un système où à n'y rien comprendre en fait, réellement. Hein. Mais vous savez, on comprend en réalité, mais je veux dire. À Paris, ils veulent, Madame Hidalgo veut mettre en place une police municipale. Et j'ai découvert que la personne qu'elle choisit en interne pour être Monsieur Norman, c'est ça, non, ça c'est l'adjoint. Mais la personne qui va être responsable de la déontologie de cette police municipale est une personne qui avait accolé sur sa porte un autocollant Front de Libération du Cochon. Et dans le 20e, là, c'est ça, oui? Non, c'est pas dans le 20e, mais un agent de la ville de Paris qui avait dénoncé cet autocollant. Lui a été révoqué. Et lui a été révoqué. Et je trouve du coup que c'est très très mal emmanché. Ah d'accord, je savais pas. Lui a été révoqué alors qu'il était victime de discrimination. On ne l'a pas écouté, on ne l'a pas entendu. Oui, il a été défendu par un même avocat. Celui qui a mis Front de Libération du Cochon a eu juste un blâme parce qu'il avait justifié que c'était juste une blague. Voilà, c'est pas une blague de mettre un autocollant d'extrême droite sur sa porte, que ce soit lui qui soit responsable de la déontologie dans la police. Froid dans le dos. Ça annonce la couleur, mais moi j'en veux pas aux gens d'être transparents. Après on sait à qui on a affaire et on choisit, je le disais, par des moyens démocratiques d'y mettre fin ou pas, c'est tout. Hein, voilà. En tout cas nous, Alexandre, j'espère que malheureusement nous on jette l'éponge pour le moment. Moi c'est pareil, hein, je jette l'éponge parce que je veux dire, notre présence c'est très personnel, n'a plus aucun sens dans l'institution, c'est-à-dire qu'on va être harcelé, ciblé en permanence et c'est insupportable. On est dans une institution où on a 100 suicides par an au minimum. Je veux dire, malheureusement, quand ça arrive, ça génère pas d'impulsion d'électrochoc, ça fait partie des choses banales. Non, mais bon, je veux dire, en théorie, il faudrait des poursuites, comprendre ce qui s'est passé. Il y a du harcèlement, il y a ce genre de choses, mais ça n'intéresse personne. Donc, je pense qu'il y a un moment où il faut se préserver et puis il faut transformer le combat en combat politique au sens large du terme, hein, c'est-à-dire pas au sens militant, pourquoi pas au sens militant, mais en tout cas au sens large. Bienvenue à toutes et à tous, c'est Christelle pour KSL France, ici sur Paris, l'île de la Cité, en face de la préfecture de police de Paris. Bonjour, je vais te laisser te présenter et notamment nous parler de l'affaire, voire des affaires qui te concernent. Écoute, salut à toi, merci d'être là déjà et merci de ton attention pour nous. Et déjà je suis là pour défendre Alexandre, hein, qui est notre secrétaire général, hein, qui risque gros en conseil de discipline pour avoir fait son devoir de policier, dénoncer les dysfonctionnements au sein de la police nationale dans son rôle de secrétaire général. Hein. Il ne faut pas confondre le flic qu'il est où on ne lui reproche rien du tout. Aujourd'hui, on se penche sur la voie syndicale pour pouvoir l'atteindre, hein, parce qu'on trouve que ça. Et aujourd'hui, il est jugé pour un bout de papier, alors qu'il y a d'autres collègues qui sont toujours en exercice, qui ont commis bien pire que lui, et qui ne sont pas en conseil de discipline. Donc voilà, c'est ça qui nous sidère chez lui. Concrètement, toi aussi, tu as connu cette injustice au sein de la police nationale. En fait, on est plusieurs hein, chez Vigie. Tu entendras parler de beaucoup de cas hein, chez nous. Voilà, aujourd'hui, notre porte-parleur et notre lanceur d'alerte dans les médias, c'est Alex. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a Noam que vous connaissez. On est beaucoup d'autres en interne. On ne veut peut-être pas prendre la parole ou on n'est peut-être pas prêt non plus. Mais voilà, il y a des agressions sexuelles, il y a du harcèlement moral, il y a du poussage à bout, il y a de la discrimination, il y a des faux usages de faux, il y a beaucoup de procédures qui sont en route et pour l'instant qui n'aboutissent pas.
qui n'aboutissent pas. Alors on sait qu'on arrive quand même au 21e siècle, mais que dans beaucoup de métiers encore, le sexisme est quand même dominant. Est-ce que c'est le cas de ce que toi tu as vécu? Totalement, parce que moi déjà dès le départ, avant même que l'affaire ne sorte sur les jeunes filles qui ont été victimes d'agressions sexuelles, pour te citer l'exemple, moi je dénonçais déjà jusqu'à Beauvau les faits dont j'ai été victime et dont une autre personne a été victime. Donc si tu veux, je comprends pas comment ces jeunes filles ont pu être victimes alors que je dénonçais un mois avant ce qui se passait, tu vois. Je veux dire, à un moment donné, il faut bouger, il faut se bouger, il faut se poser les bonnes questions, il faut préserver les fonctionnaires de police qui dénoncent certaines choses et voilà, c'est pas normal ce qui s'est passé pour ces jeunes filles à Reims. Donc une réalité concrète qui veut que finalement, quand on est une femme aujourd'hui, rentrer dans la police nationale, c'est aussi rentrer pour des valeurs. Est-ce que tu as reconnu, est-ce que tu as retrouvé certaines de ces valeurs ou est-ce que tu as la sensation que malheureusement l'institution oublie de regarder certaines zones d'ombre? Écoute, que tu sois homme ou femme, de toute façon on a les mêmes valeurs, hein, voilà. Après c'est vrai que quand tu es femme, tu es peut-être confrontée à plus de choses, mais il ne faut pas oublier que dans l'affaire du docteur médecin inspecteur régional de Metz, il y a aussi eu des hommes qui ont été victimes, tu vois. Et je pense aussi à ces hommes qui n'ont peut-être pas osé dénoncer les choses, tu vois. Donc voilà, je suis contente qu'il y ait eu un premier procès, je sais qu'il y en aura certainement un deuxième, et je suis dans l'attente du deuxième, voilà, clairement. Premier procès, résultat du premier procès. Résultat du premier procès, il a été reconnu coupable avec 1 an d'emprisonnement avec sursis. Déjà, il n'est plus dans la police, c'est un soulagement. Reconnu au fichier délinquant sexuels, au FIGES. Hein. Concrètement, aujourd'hui, il ne peut plus se déplacer comme il veut. Ça lui pourrit bien la vie, autant qu'il nous a pourri la vie. Et interdit d'exercice de l'ordre des médecins. Donc voilà, c'est déjà une première satisfaction dans l'attente du deuxième procès. Et donc on reste sur un procès de la justice. Depuis, au sein de la police nationale, comment ça se passe pour toi? Comment te dire? J'ai déjà dénoncé les choses en interne, c'est monté jusqu'à très haut. Aujourd'hui j'ai changé d'affectation, ça se passe pas beaucoup mieux. Je dénonce des choses en interne qui font l'objet de procédures. Et je t'invite à aller voir mon avocat pour ça, hein, qui font de procédures criminelles. Hein. Donc voilà, je veux dire, aujourd'hui c'est toujours pas réglé et je subis encore les pressions de ce que j'ai pu subir au départ et puis le comportement de certains collègues que j'ai dénoncés et qui eux ont leur poste, qui exercent, alors que moi je suis mise aux archives en tant qu'OPJ, tu vois. C'est ça qui m'énerve aujourd'hui, je dénonce des choses, il y a des procédures en cours, on ne suspend pas administrativement les gens alors qu'on pourrait le faire, dire voilà il y a un problème, on suspend administrativement tel ou tel fonctionnaire pour tel ou tel fait. Et tu vois, moi je suis mise au placard, quoi. Et on subit ça hein, chez Vigie. Je veux dire, à un moment donné, si t'es pas mise au placard, on va essayer de t'attaquer sur le point de vue médical. On va essayer de te faire passer pour taré, on va essayer de te trouver des choses, ou au disciplinaire comme Alex. Voilà. Aujourd'hui, Alex, il n'est pas touchable d'un point de vue médical, on le touche d'un point de vue disciplinaire. Voilà, c'est toujours la même méthode. Je peux te citer moi, je peux te citer d'autres exemples. Chez Vigie, on en a plein. Hein. Voilà. En tant que syndicat, Vigie essaye de porter la parole, notamment des policiers, des policières sur le terrain. Explique, si tu peux nous expliquer à quel point le devoir de réserve, parce que ce n'est pas un droit, c'est un devoir, finalement vous impose le silence. Alors il faut distinguer le policier qui est sur le terrain, que tu ne verras pas sur le plateau en train de témoigner, tu verras des syndicalistes qui, eux, peuvent déjà porter une certaine parole, mais tu vois ô combien la parole est fragile du syndicat en ce moment, et que voilà, sur des tracts, sur des paroles, tu peux être attaqué en tout point, surtout que la législation a changé. Donc aujourd'hui, ça devient très difficile de porter certains dysfonctionnements qu'on a déjà portés en interne et de le porter voilà, en public au niveau syndical. C'est très très difficile. Voilà. On essaie de faire en interne, ça ne marche pas. Syndicalement, encore moins. Tu vois. Là, on t'attaque sur ta carrière, pour Alex, sur sa vie personnelle. Hein, ça a un impact, il ne faut pas oublier ça. Donc voilà, on est quand même inquiet pour lui, quoi, tu vois. Et pour nous. Et pour toi aussi, puisque en l'occurrence, là, tu te retrouves aux archives. Comment ça se passe justement? Est-ce que l'on peut appeler ça une mise au placard? Clairement, de toute façon, il y a des procédures qui sont en route, hein, il y a des procédures, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails qui sont en cours. Voilà, aujourd'hui, tu dénonces certaines choses, tu es mise au placard. Par contre, je constate que certains qui sont mis en cause
dans des procédures qui peuvent être criminelles, exercent librement. Donc voilà, c'est ce qu'on dénonce chez Vigie et c'est ce qu'on a du mal à comprendre parce que dans le privé, il y a certaines personnes qui seraient déjà virées, tu vois. Donc voilà. Et concrètement, est-ce que pour toi, cette notion de coupable d'être victime, qui avait été notamment un livre édité par une victime d'inceste, mais là en l'occurrence on parle de manière plus générale, est-ce que cette notion de coupable d'être victime, elle est plus en plus d'actualité? Carrément, hein, je pense que vous le voyez, il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui et les langues se libèrent aussi au sein de la police nationale. Donc oui, c'est compliqué aujourd'hui de porter tes idées en tant que policier, de faire ton travail dans les normes, et quand tu dénonces des dysfonctionnements, ben, tu es la cible. Et je rejoins l'analyse du journaliste Valentin qui a sorti le bouquin Flic, et voilà, ce qu'il dit, c'est totalement ça, quoi. Je veux dire, on le rejoint à 200%. Voilà, c'est soit tu fermes ta gueule, sinon tu es mise à part, et voilà, c'est clairement ça, ce qu'on dénonce. Et je l'assume librement, en tant que déléguée. Merci infiniment pour ce témoignage très intéressant sur les conditions. À bientôt, j'espère que tu le suivras.